Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mercredi 2 juillet 2025, épisode 342. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, des sanctions américaines contre un hébergeur russe à l'épreuve de la loi, un bulletproof, une campagne de phishing sophistiquée basée sur des PDF piégés, le groupe Clop qui cible à nouveau une faille critique d'exécution de code à distance, un conseil carrière pour booster vos entretiens grâce à votre propre laboratoire informatique ou le fameux Home Lab, Canonical qui désactive par défaut les protections contre Spectre et Meldon sur Ubuntu Desktop, et enfin, les dernières alertes officielles de la CISA avec 2 vulnérabilités critiques récemment ajoutées au KEF Catalogue. Bien entendu, toutes ces sources sont disponibles sur le site web de radiocessort.org. Les États-Unis ont annoncé des sanctions économiques ciblées contre Lime Company, une société russe spécialisée dans ce qu'on appelle le bulletproof hosting. Cette entreprise offrait une infrastructure serveur permettant à des cybercriminels de diffuser du phishing, d'héberger des botnets ou des ransomware en toute impunité. Selon le département du Trésor américain, le propriétaire, Denis Emeliantsev, également connu sous le pseudonyme Crime, fournit depuis plusieurs années une couverture technique aux activités criminelles en ligne en garantissant que les contenus malveillants resteraient accessibles malgré les tentatives de blocage par les autorités. Après ces nouvelles mesures, tous les avoirs détenus par Lime Company sont gelés. Il est interdit à tout citoyen ou entreprise américaine d'entretenir des relations commerciales avec la structure. Cette sanction vise à assécher les ressources de cette plateforme qui constitue un maillon essentiel dans l'écosystème de la cybercriminalité organisée. The Hacker News nous remonte que des chercheurs en sécurité ont mis en lumière une campagne de phishing qui se démarque par l'utilisation de fichiers PDF frauduleux, imitant des documents officiels émis par des administrations et des organismes publics. Ces emails contiennent des PDF censés représenter une convocation, une facture ou un avis officiel. Ce document, une fois ouvert, intègre un lien dissimulé qui redirige la victime vers un site de phishing ou qui télécharge un malware. Aucun script ou macro n'est exécuté localement, tout repose sur l'ingénierie sociale et sur le fait que la victime cliquera sur le lien depuis un environnement qu'elle croit sûr. Cette campagne cible notamment les petites administrations locales, des PME, profitant du manque de sensibilisation et du contrôle strict de ces structures. J'ai retenu l'article, c'est assez intéressant de voir que ça marche toujours. On envoie des PDF avec des liens dedans et l'utilisateur, il clique. C'est à lire pour faire de la sensible. Le groupe Clop, bien connu pour ses attaques de ransomware, a lancé une nouvelle vague d'attaques exploitant une vulnérabilité d'exécution de code à distance sur un logiciel dont l'identité précise n'a pas été relevée pour des raisons de confidentialité. J'adore la cybersécurité par l'obscurantisme. Cette faille critique permet à un attaquant de prendre le contrôle total d'un serveur exposé à Internet. Vous vous rendez compte, on a une alerte, c'est The Register qui nous remonte cette information. On nous explique que le Clop revient et qu'il utilise une vulnérabilité, mais on ne sait pas laquelle, on ne sait pas quoi. En un mot, on est dans le village et on nous dit il y a le loup, ok ? Et quelqu'un l'a vu le loup, mais on ne sait pas, mais il y a le loup. C'est assez incroyable. Et d'après les premières analyses, des organisations du secteur juridique et du secteur de la santé sont particulièrement ciblées. Clop utilise des scripts automatisés pour scanner les serveurs vulnérables, déployer son rançongiciel et exfiltrer des données. Les experts en cybersécurité, nos fameux consultants, recommandent à toutes les entreprises potentiellement exposées de vérifier leur système, de consulter les bulletins de sécurité et d'appliquer sans délai les correctifs disponibles. Si on ne sait pas sur quoi qu'on doit patcher, on ne sait pas sur quoi on va faire. C'est très sympa quand vous avez une boîte avec 3 serveurs et 4 serveurs, mais quand vous êtes dans des entreprises, vous avez plusieurs dizaines de milliers de vulnérabilités à patcher en urgence, quand vous êtes sur des grands parcs, ça se fait pas en 30 secondes. L'article est intéressant parce que vous pouvez après échanger avec votre DSI ainsi que les équipes de patch management pour vraiment montrer les difficultés parfois à faire de la veille, à écouter les différentes sources ou le bruit qu'il y a sur Internet et tout ce qui va autour dans les médias, ce qui est très important. Parfois on n'a pas l'info, quoi, et on reste comme 2 ronds de flanc, quoi. Mais à lire, peut-être qu'on le saura un peu plus. Un article de ZDNet rappelle un point essentiel pour ceux qui souhaitent se démarquer lors d'un entretien d'embauche dans le secteur IT ou de la cybersécurité. Disposer d'un petit home lab informatique personnel. J'avais fait quelques articles sur LinkedIn à ce sujet. Bien entendu, la recommandation de l'article est très intéressante parce qu'il c'est de monter un hyperviseur sur son ordinateur principal ou sur une machine dédiée
créer des machines virtuelles Linux, tester des configurations réseau, installer un Active Directory maison ou mettre en place des scénarios d'attaque ou de défense permettant non seulement de renforcer ses compétences pratiques, mais aussi de démontrer sa curiosité et son autonomie. C'est vraiment un plus dans les CV. Si vous avez la possibilité de récupérer un ancien portable, ce genre de choses, mettez un peu de RAM dedans et vous pouvez faire un petit lab extrêmement bien documenté. En plus, lors de l'entretien, vous pouvez le présenter et c'est vraiment un atout décisif pour convaincre un recruteur. Je vous cache pas que quand je recrute quelqu'un, si le gars il n'a pas de home lab, on passe à autre chose. Hein. Mais il sera pas dans la pile du haut, comme on dit sur la pile des CV. Tout simplement parce qu'il faut quelqu'un de engagé, de curieux. Et un home lab, c'est tout à fait abordable avec un PC qu'on a récupéré chez Belle Maman. Canonical, l'éditeur d'Ubuntu, a annoncé avoir désactivé par défaut les protections contre les vulnérabilités Spectre et Meldon sur certaines versions desktop. Cette faille, découverte en 2018, exploite des canaux auxiliaires au niveau du processeur pour dérober des données sensibles. Les patchs, qui avaient été développés à l'époque, entraînaient toutefois une baisse sensible des performances, en particulier sur les postes de travail personnels. Canonical estime désormais que sur un poste desktop standard, le risque d'exploitation reste limité par rapport au coût en performance et laisse donc aux utilisateurs le soin d'activer manuellement les protections dans les paramètres avancés du noyau. Les versions serveurs, quant à elles, conservent les protections actives par défaut. Ça fait vraiment peur. Alors c'est Bruce Schneier qui remonte l'information. On peut voir les différents liens qu'il a mis à travers son article sur le sujet. Personnellement, avoir un système d'exploitation, que ce soit du Linux, du Windows, du macOS, et qu'on me dise, on parle de 5%, hein, c'est ça les performances. Hein. Pour gagner 5%, on va te baisser ton niveau de sécurité. Ouais, c'est encore un ingénieur qui a fait ça. Ah, ces consultants, ils sont vraiment partout. Finissons avec les 2 nouvelles vulnérabilités ajoutées au KEV, le fameux catalogue de la CISA. Donc ce sont bien les vulnérabilités exploitées. La première, c'est la CVE 2025 48927, qui concerne télémessages TML SGNL et implique l'initiation d'une ressource avec une configuration par défaut non sécurisée. La seconde, la CVE 2025 48928, sur le même produit, expose un fichier core dump à un contrôle non autorisé. Ces 2 failles constituent des vecteurs d'attaque particulièrement prisés par les cybercriminels, notamment pour accéder aux environnements sensibles du secteur public. Conformément à la directive opérationnelle BOD 2201, toutes les agences fédérales civiles américaines doivent corriger ces vulnérabilités avant la date limite fixée. Si vous utilisez des outils télémessages, je vous recommande fortement de regarder ces 2 vulnérabilités. Elles sont exploitées, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans juste une vulnérabilité. Actuellement, il y a des cybercriminels qui les utilisent. Et c'est pas beau ce qu'on voit derrière. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mercredi 2 juillet 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires, exploitables et utiles pour renforcer vos défenses numériques. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch et même si on ne sait pas sur quel logiciel, on patch. Au revoir et à demain, je vous embrasse.